Bonjour, bienvenue à C'est le Sport, épisode numéro 10, l'émission du service des sports de Charente Libre. Aujourd'hui, un invité de prestige avec nous, triple champion du monde d'endurance moto, Greg Black. Bonjour Greg. Bonjour. Avec moi pour présenter cette émission, Nicolas Guiraud, Thierry Châtelier, deux grands amateurs de moto. Je crois même que vous avez fait du sidecar cross ensemble, on a retrouvé une image. Oui. On voit ça. Ah oui, effectivement. On n'avait pas prévu ça là. Non. Donc, on enchaîne avec l'interview de Greg. L'interview. Nicolas, Greg Black possède un des plus beaux palmarès du sport français. On revient un petit peu sur son parcours. Oui, Greg, vous avez 34 ans. Vous êtes né à Derby, un nom prédestiné puisque c'est une marque de moto. Vous êtes arrivé en Charente à Yes à l'âge de 4 ans. Là aussi, ça coule de source pour un Anglais. Et vos parents, Yann et Lorraine, étaient concessionnaires moto en Angleterre. Et vous débutez la moto à l'âge de 3 ans, la compétition à l'âge de 14 ans. Est-ce que pour vous, la moto, c'était une évidence ? Non, pas forcément. En tout cas, je vois que vous êtes bien renseigné. Mais non, la moto, à la base, c'était un peu une passion de mon père. Mais quand ils sont venus en France, ça s'est vite arrêté parce qu'il y avait d'autres priorités dans la vie. Et finalement, moi, j'avais une petite moto, une Piwi, quand j'avais 3 ans. Mais à l'âge de 8-9 ans, je faisais plus de moto en fait et j'ai repris à l'âge de 14 ans, 13-14 ans quand on fait de la 50 cm3 sur la route. Donc c'était vraiment pas une prédilection d'en faire, mais c'est devenu une passion et j'avais vraiment envie de faire de la compétition. Et ouais, alors après vous débutez en endurance en 2009, pourquoi avoir choisi l'endurance ? L'endurance, tout simplement, quand j'étais en championnat d'Europe 600 Superstock, j'ai fait 2006, 2007 et 2008 en championnat d'Europe en 600 cm3 et j'avais l'opportunité de passer en 1000 cm3 et pour ça, je voulais absolument rouler sur une 1000 pour prendre de l'expérience. Et la meilleure solution, c'était de faire les courses d'endurance puisqu'on roule beaucoup et longtemps. Et donc fin 2008, en fait, j'ai fait ma première course au Bol d'Or. À la base en tant que 4e pilote et finalement ils m'ont rapidement passé en tant que titulaire et j'ai pu faire la première expérience avec le team RAC 41 en 2008 au Bol d'Or pour avoir l'expérience pour faire le championnat du monde en Superstock en 1000 en 2009 et donc j'ai continué l'endurance. Et après l'évolution elle est linéaire et formidable puisque vous devenez champion du monde de stock en 2014. Puis vous intégrez le CERT, une écurie prestigieuse, et vous ratez une première fois le titre en 2019 sur une casse, mais ça match en 2020-2021, double titre de champion du monde dans la catégorie Rennes. Est-ce que vous mesurez tout le travail que vous avez accompli en gagnant notamment le Bol d'Or et les 24 heures du Mans Moto ? Je pense que pour moi c'était un assez long parcours parce que j'ai commencé tout seul, j'ai dû me débrouiller un petit peu tout seul pour en arriver là. Et mes débuts en endurance c'était avec des petits teams privés, 2008, 2009, 2010. On a eu 2-3 petits soucis avec l'équipe du RAC 41 qui a eu il y a eu un accident malheureux à ce moment-là. Donc c'était difficile pour moi de rebondir et d'intégrer d'autres équipes, le team Mako Racing en 2011-2012 où c'était assez difficile. Bon, on faisait que 2 ou 3 courses à l'année. Et ensuite le team Honda FMA en 2013 avec Sébastien Charpentier, le Charentais qui était parrain de l'équipe, donc c'était une belle aventure et j'ai pu montrer mes performances en championnat de France en vitesse pour finalement intégrer l'équipe du junior team en 2014 et c'est là vraiment où j'ai eu la chance de performer, de montrer tout mon potentiel et cette année-là on a été champion du monde en Superstock et champion de France la même année. Ça a été un modèle, pardon, Sébastien Charpentier ? Ouais, bien sûr, parce que dans les années, je l'ai rencontré en 2006 quand je faisais le championnat d'Europe en 600 et lui était déjà en Super Sport mondial, c'est là où il était au plus haut de sa carrière, où il était champion du monde. Il a été double champion du monde. Double champion du monde en Super Sport mondial, donc un gros palmarès et puis un pilote très rapide et en 600 cm3 et du coup c'est un exemple de m'entraîner avec lui sportivement, d'avoir ses conseils, c'était toujours très intéressant et donc au final intégrer le junior team et après pouvoir faire des bons résultats en endurance, ouais, c'était un long parcours et quand on arrive à des résultats, à gagner les 24 heures du Mans, gagner le Bol d'Or une fois puis 2 fois, c'est vrai que ça fait plaisir et puis on se rend compte de tout le travail qu'on a fait, mais moi je suis toujours à regarder un peu plus le futur que le passé et je veux toujours en gagner plus. Alors cette année ça vous a moins souri, j'étais au Castellet, vous étiez en course pour un 3e titre consécutif, malheureusement il y a à nouveau une casse moteur au bout d'une heure de course. Est-ce que cette déception elle est digérée 3 mois après? Ouais, elle a été digérée quasiment le lendemain. Finalement, la première année, en 2019,
on a eu une casse moteur à Suzuka. On allait être titré, on avait fait tout le travail tout l'année. Et moi, pour moi, c'est mon premier titre de champion du monde. Et à 7 minutes de la fin de la course, on casse le moteur. Et faut savoir quand même, la Suzuki reste la moto la plus fiable du plateau, celle qui a le moins de soucis techniques. Mais malheureusement, ça reste un championnat du monde où le niveau est très relevé, où les motos sont poussées à leur limite. Et automatiquement, on peut pas avoir une moto à 100% fiable, donc ça arrive des problèmes techniques. Et les seules 2 fois où on a cassé les moteurs, même pendant tous nos essais, pendant toutes nos courses, c'était uniquement 2 fois. Donc cette fois-ci au Suzuka et cette année au Bol d'Or. Donc on a gagné les 2 titres en suivant, donc ça a été un superbe exploit. En avoir un, c'était déjà dur. De le conserver, c'est encore plus dur. Et là, on était parti pour le conserver une 3e fois, puisque c'est vrai que cette année, on a fait des performances extraordinaires. On a vraiment été performants, que ce soit au 24 heures du Mans, en qualification sur la piste. On a réussi à progresser un peu sur les chronos, sur le travail d'équipe. Et je pense qu'on méritait vraiment ce titre cette année avec nos performances. Mais c'est les lois de l'endurance. Il ne faut pas qu'avoir des pilotes rapides, une moto bonne. Il faut aussi avoir une fiabilité sans faille. Alors vous le précisiez, vous roulez sur Suzuki. On sait que Suzuki se désengage cette année, va se désengager l'année prochaine en tout cas, du MotoGP et de l'endurance. Qu'est-ce que ça change pour votre team, le CERT Yoshimura? Effectivement, Suzuki, ça a été une surprise pour tout le monde. En cours d'année, ils ont décidé d'arrêter toute leur implication dans le monde de la compétition. Donc c'était compliqué, surtout pour le MotoGP, puisque eux sont directement liés avec Suzuki, le staff, le matériel, les motos. Donc ça s'arrête. Nous, notre côté de l'endurance, c'est plus Suzuki, c'est une équipe officielle et soutenue par l'usine Suzuki, mais tout le budget passe par l'équipe Yoshimura, qui est le préparateur officiel, et avec la collaboration avec l'équipe du CERT. Et au final, on pensait que ça allait s'arrêter, on savait pas vraiment où on allait, donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de discussions tout au cours de l'année. Et au final, après le Bol d'Or, après des discussions, Suzuki ont décidé de continuer leur soutien. Et on a eu des décisions finales il y a à peu près un mois où ça a été confirmé que Suzuki continue leur soutien officiel au team du CERT et Yoshimura. Donc ça va continuer de la même manière. Bien entendu, les budgets vont être un peu négociés différemment et travaillés différemment, mais dans l'ensemble, ça va absolument rien changer pour le public et les gens. La moto va rester aux mêmes couleurs, le soutien va être pareil, et donc ça va être la même chose. C'est une super bonne nouvelle pour vous. Ouais, bien sûr, c'est une bonne nouvelle, parce que ça a vraiment été dommage pour l'équipe Suzuki qui a été, alors je dirais des bêtises, mais je crois que c'est 17 fois championne du monde. C'est quand même dommage d'arrêter pour une moto qui a une autorité comme celle-ci, la marque, le public ont leur référence par rapport à Suzuki, surtout en endurance. Et donc ça aurait vraiment été dommage, donc que ça continue. Une équipe officielle sur le plateau, autour avec Yamaha, Kawasaki, BMW et Honda, voilà, c'était nécessaire. Donc je suis très content que ça continue. Ok, donc vous poursuivez quand même avec l'aventure avec le CERT l'année prochaine. Oui, ça a été validé il y a peu de temps. Je le cache pas, j'ai eu d'autres offres ailleurs. Automatiquement, quand les gens savent que l'équipe Suzuki allait supposément arrêter, j'ai été contacté par diverses équipes officielles. Donc j'ai été en discussion depuis quasiment Suzuka, en fait, au mois de fin juillet, août. Et au final, j'avais des belles propositions. Et pour le futur, ça peut toujours être intéressant. Toujours en endurance? Toujours en endurance, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une référence en endurance, et ce qui fait que les équipes souhaitent m'avoir dans leur équipe, et même d'autres pilotes pour être coéquipier avec eux, pour essayer de gagner des titres avec d'autres équipes aussi. Ça peut être un projet intéressant par le futur, mais il est vrai qu'après il faut revenir aux bases. On se dit pourquoi on reste dans une équipe, pourquoi changer. Finalement, on sait que la Suzuki reste une des motos les plus fiables, l'une des plus performantes. Je connais très bien l'équipe, je suis très bien avec, je me sens très bien avec la famille Suzuki. J'ai une bonne place dans l'équipe, donc j'ai vraiment aucune raison d'aller partir ailleurs pour l'instant. On voit sur le Moto Grand Prix, des pilotes très jeunes. 34 ans en endurance, c'est jeune encore? Ça commence à avancer un petit peu dans l'âge, on va dire. Je suis plus le plus jeune. Je pense que à ma première course d'endurance, j'avais 18 ans, donc j'étais le plus jeune en endurance. Et maintenant, ça commence à faire quelques années où je suis présent. Effectivement, 34 ans, c'est pas jeune, c'est pas vieux. On va dire, c'est la période où on performe. On est souvent. C'est la maturité. C'est la maturité, exactement. Après, il faut réussir à se maintenir physiquement. Vincent Philippe a arrêté sa carrière à 42 ans d'endurance. Ouais. On voit Valentino Rossi en MotoGP a arrêté sa carrière à une quarantaine d'années. Donc, il était encore très performant. Donc, je pense qu'il y a quand même moyen de rester longtemps dans la moto si on est physiquement apte et si on a la motivation. Ouais. Et pas de changement non plus au niveau de vos coéquipiers?
Effectivement, il y a un changement. Donc, Sylvain Gintoli reste. Ça a été confirmé. Je le dis maintenant, mais bon, on ne devrait pas trop le dire parce que les pilotes n'ont pas été annoncés. Mais moi, je reste. Et après, il y aura sûrement un changement pour un troisième pilote. Mais qui n'est pas encore officiel, il n'est pas connu. Oui, il est connu, mais il n'est pas officiel. En tout cas, vous le connaissez. Oui, tout à fait. Alors on va regarder une petite vidéo parce que Suzuki vous a fait, si Johan veut bien nous la mettre à l'antenne, Suzuki vous avait fait un énorme cadeau il y a quelques semaines de ça, en vous faisant essayer la moto GP avec les réglages d'Alex Rins, le pilote. C'est un rêve de gosse qui s'est réalisé ce jour-là, Eric ? C'est vrai que j'ai toujours eu l'envie d'essayer une moto GP. Je fais partie des pilotes qui ont mis longtemps à percer, on va dire. Donc je suis passé par en 125, en 600 sur des motos de route finalement. Nous, c'est des motos de route qui sont mises sur la piste. Et de plus en plus, on a des pilotes qui ont roulé en Grand Prix, qui viennent en endurance. Je vois Randy Depugné, Sylvain Gintoli, Xavier Siméon. Enfin, il y en a quand même un bon paquet maintenant, Mac Di Meglio aussi, qui ont fait de la MotoGP, qui ont eu cette chance, et dans leur choix de carrière, qui ont réussi à faire de la MotoGP. Donc ils savent ce que c'est. Et moi, j'ai jamais eu cette occasion-là. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et donc j'avais un petit peu fait la demande l'année dernière, mais avec le Covid, ça n'a pas été possible. Et cette année, quand Johan Mir s'était blessé, on était en discussion pour la course de Misano, pourquoi pas la faire, etc. Finalement, c'est mon coéquipier Kazuki qui l'a fait. Donc moi, j'avais dit, s'il y a l'occasion de faire un essai sur la MotoGP avant que le projet s'arrête, ça aurait été avec grand plaisir. J'aurais vraiment voulu le faire. Et donc j'ai eu un coup de téléphone après le bol d'or pour faire un essai à Motegi. Donc il a fallu se déplacer à Suzuki, au Japon. Mais j'ai rapidement pris l'avion pour y aller et essayer. Ok, alors sans être trop technique, quelles sont les principales différences avec une moto d'endurance ? Ça reste une moto avec deux roues, un moteur et un châssis, donc c'est très similaire en fait en soi. Il faut savoir que nos motos d'endurance, elles sont quand même énormément changées par rapport aux motos de série. Donc je dirais que la différence entre une moto d'origine et notre moto est déjà très grande. Et nous, on essaye de se rapprocher au plus près du MotoGP. Mais après, le MotoGP reste des motos qui coûtent beaucoup plus cher dans la fabrication et qui restent des prototypes. Donc c'est des motos qui sont plus légères. Ça pèse 150 kg, nous on est plus aux alentours des 175 kg. Et après, automatiquement, la façon de fonctionner du moteur est différente. C'est fait pour faire moins de kilomètres, donc ils sont plus performants. Ils ont une cinquantaine de chevaux supplémentaires. L'électronique, c'est très similaire, mais après, automatiquement, les châssis sont faits que les motos tournent plus court, la technologie est plus avancée. Ils ont leur système où les motos se rabaissent pour le centre de gravité, pour accélérer un peu mieux. Il y a des freins carbone sur la moto, donc ça freine plus fort. Donc finalement, on arrive avec 20 ou 30 km/h de plus avant chaque freinage, et on freine au même endroit qu'avec la moto d'endurance. Donc les repères de freinage. C'est similaire. Vitesse de pointe, c'est un peu au-dessus quand même. Par contre, c'est un peu au-dessus, mais finalement, nous, on arrive à la même vitesse de pointe, mais on met plus de temps à y arriver. Eux, ils arrivent beaucoup plus rapidement. L'accélération est plus forte. Ouais. Et c'est quoi la vitesse de pointe ? Ça dépend des circuits, hein, mais généralement, c'est aux alentours entre 330, 350 à peu près. Ouais. Mais en fait, finalement, nous... quand même. Quand même, mais au Castellet, on prend 350 avec nos motos d'endurance. Ah ouais, donc bon, finalement, même au Mans, on avait fait un petit questionnaire avec des réponses avec Johan Mir et puis Alex Rins cet été. Et donc c'était justement par rapport à la vitesse, on était surpris parce qu'au Mans, ils prenaient que 5 ou 6 km/h de plus que nous. Ouais. Mais par contre, ils arrivent beaucoup plus vite et voilà quoi. Alors une saison d'endurance, c'est 4 courses. Ce sera encore 4 courses l'année prochaine puisque le calendrier est tombé. Vous faites quoi ? Alors je sais ce que vous faites. Vous faites notamment des cours de pilotage. On va voir une petite vidéo. Si Johan veut bien nous la montrer. Ça vous apporte quoi ? Vous êtes au contact du public, de vos fans. Qu'est-ce que ça vous apporte ces cours de pilotage et ces tests moto à grand public ? Ouais, effectivement. Alors du coup, le championnat, c'est un championnat qui est assez court, on va dire. Il n'y a que 4 courses. Nous, on espérait avoir plus de courses. Maintenant, ils ont rajouté une course de 24 heures. Il faut savoir que c'est une application qui est quand même assez grande. Une course de 24 heures, c'est long. Et finalement, en kilométrage, on roule autant qu'une saison de MotoGP en kilomètres. Donc finalement, on fait que 4 courses, mais 4 courses très très longues, très usantes, fatigantes. Et du coup, le reste du temps, il faut être prêt physiquement, donc ça demande du sport au quotidien, comme tous les sports. Et puis effectivement, ça me laisse du temps à côté. Je fais moniteur pour 2 écoles de pilotage, donc ça c'est vraiment moniteur sur des stages et sur des journées où je travaille avec des clients, où je suis prestataire pour ces entreprises. Et ensuite, j'ai aussi l'activité où on fait avec le Val de Vienne Moto l'école pour les enfants. Voilà, pour les enfants, où j'encadre des enfants
de 6 ans à 12 ans. Donc c'est fait plaisir de pouvoir un peu donner de soi-même pour les jeunes, etc. C'est top. Et à côté de ça, j'ai ma société de baptême moto, Touride Baptême. On a créé ça avec un ami à moi qui pilote aussi, Lucas Mayas, en 2016. À la base, c'était vraiment pour essayer de transmettre notre passion, être proche du public, parce que nos courses, tout le monde n'a pas forcément accès. Comme vous avez pu le voir sur les courses, on n'est pas toujours accessible. On est concentré dans notre travail, on essaye de bosser tout au long de la semaine. Et du coup, quand le grand public ils viennent sur les courses, on n'a pas forcément le temps de discuter avec eux, d'échanger. Et là, ça permet ne serait-ce d'avoir cette image sur les journées. Les gens viennent nous rencontrer, discuter avec nous un petit peu. Et même pour nos partenaires régionaux, nationaux, ils viennent, ils sont contents de partager ces choses. Et puis du coup, en tant que passager, derrière, ça montre un petit peu que la moto est un sport. Parce que finalement, souvent on se dit, tiens, la moto, c'est pas forcément un sport. Ils viennent, ils disent, vous faites de la moto, vous accélérez, vous freinez. Et c'est pas forcément un sport, mais les gens, quand ils font 3 tours derrière nous, ils se rendent compte que c'est un vrai sport. Il y a de l'adrénaline, il y a la pression, et ils descendent souvent un peu plus pâles qu'ils sont. Donc c'est assez rigolo, et c'est sympa de partager cette passion et de faire découvrir le sport, surtout au grand public, parce que finalement, le milieu motard, c'est un très petit pourcentage de gens en France ou dans le monde. Et faire découvrir la moto en tant que passager, ça touche le grand public. Et au lieu d'aller faire, on va dire, un saut en parachute, un saut en élastique ou des choses comme ça, où beaucoup de gens font des baptêmes en voiture, ils viennent faire un baptême en moto et c'est hyper intéressant. Et même un peu plus. Ok. On va parler un peu de la Charente, que vous avez en fait jamais quitté. À quoi est dû cet attachement ? Je pense qu'on dit toujours l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Moi, je suis pas toujours d'accord. Je pense qu'en Charente, on est bien. Mes parents sont venus ici, donc moi, je suis. Elle est très verte. Ouais, c'est très verte, c'est vrai. C'est similaire quand même à Angoulême, c'est pas très loin. Non, mais c'est vrai que mes parents sont venus ici quand j'étais jeune, à 3-4 ans, et je suis toujours resté ici. Je me sens bien là. Quand je pars sur le circuit, j'aime bien revenir ici. On est tranquille, il y a ce qu'il faut. Donc moi, j'aime bien la Charente. J'ai pas forcément envie de la quitter. Justement, vous habitez juste en face de votre mère. Votre père, il est présent à toutes vos courses. L'équilibre familial, c'est primordial, selon vous ? Ouais, c'est bien d'être entouré de gens de confiance. Je pense que les gens de confiance, on en a tous peu, et que ce soit les amis, la famille, et donc c'est important de les avoir près de nous. Mon père aime venir sur toutes les courses, m'aider. J'ai mon ami Emeric qui vient tout le temps avec moi sur les courses que vous connaissez. Du coup, voilà, c'est toujours agréable d'avoir des gens de confiance avec nous. Mon père vient, et ma mère, elle reste à la maison, elle suit toutes mes courses, et je suis obligé de la tenir au courant tout le temps. C'est la première fan. Ouais, bien sûr, les parents, c'est toujours ça. Ouais. C'est toujours ça. Alors, on va terminer par un petit questionnaire spécial motard. On va voir si vous êtes calé dans votre discipline, j'espère. Si je vous dis enrouler du câble, qu'est-ce que ça veut dire ? Accélérer fort, accélérer. Ouais. Mais maintenant, attention, c'est ride by wire, maintenant c'est électronique, il n'y a plus de câble. Donc, cette expression va devoir tomber à l'eau. Si je vous dis jardiner ? Jardiner, c'est souvent aller tout droit, aller dans un bac à gravier, dans l'herbe, ça arrive quelquefois. Ça vous arrive souvent ? Quelquefois. Faire une virgule. Une virgule, souvent, c'est quand on accélère un peu trop fort sur l'angle et qu'on fait une glisse, en fait, tout simplement. On fait une glisse et c'est généralement sans tomber. Oui. Après, ça passe au high side et là, normalement, ça pique un peu plus. Ce qui vous est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Et ouais, aux essais au 24 heures du Mans, on a eu un petit souci électronique sur la moto dans un virage à plus de 180, donc je suis passé par-dessus à 2-3 mètres de haut. Je me suis cassé le talon, c'était pas très agréable. Ouais. Et dernier, sarsouiller, vous connaissez ça ? Sarsouiller, ouais, c'est entre pilotes, c'est un peu se doubler, se dépasser, se tirer la bourre. Se tirer la bourre, quoi, voilà. Ouais. Bon, il est calé. Ça va, je suis calé. Il est calé. Je suis moitié français, mais ça va, je connais les expressions. 4 sur 4, félicitations, Greg. Bon, messieurs, merci pour l'interview. On enchaîne avec la séquence suivante, l'événement. L'événement, c'est bien évidemment la Coupe du Monde de football où nous retrouvons notre envoyé spécial Kevin Cabioche qui a assisté à la demi-finale et à la victoire de l'équipe de France face au Maroc. Salam alaikum, Kevin. Malikum salam. Bonjour Kevin, vous étiez au stade mercredi soir. Vous avez pu croiser les joueurs et le staff en zone mixte après la victoire sur le Maroc. Quel était le ressenti, les réactions ? Il y avait bien sûr de la satisfaction, mais pas vraiment d'effusion de joie démesurée. Il y a notamment Antoine Griezmann qui nous a dit qu'il y a 4 ans en Russie, après la victoire contre la Belgique en demi-finale, il avait pleuré. Cette fois, il n'a pas du tout pleuré. Il est déjà concentré vers la finale. On sent vraiment une équipe qui est en mission pour essayer de
de ramener ce titre, quel que soit l'adversaire et les circonstances du match. Je pense qu'ils savent qu'ils n'ont pas fait un excellent match, mais l'important pour eux, c'était la qualification. C'est ce que j'allais vous demander. On a lu votre compte-rendu jeudi matin. Vous n'étiez pas forcément satisfait de la qualité de jeu des Français. Ils avaient le même avis? Bon, après, ils s'attachent pas trop à la qualité de jeu. Ils étaient vraiment sur la qualification. Bon, c'est surtout que je pense que l'adversaire était quand même d'un niveau plus faible que l'Angleterre au tour précédent. On aurait pu se rendre le match un petit peu plus facile, mais ils sont vraiment concentrés sur la victoire et peu importe la manière, ça leur importe peu. Ouais. Bon, le sujet d'inquiétude ces derniers jours, ces dernières heures, c'est ce virus qui a couché Rabiot, Upamecano. Est-ce qu'il y a des craintes de contagion? Oui, parce que là, pour l'anecdote, pour la première fois en zone mixte, il y a eu une distribution de masques chirurgicaux à tous les journalistes. D'accord. Donc c'est bien la preuve qu'ils ont un petit peu peur qu'il y ait un virus qui circule. On ne sait pas si c'est le Covid, tout simplement parce que les joueurs ne sont pas testés. Oui. Donc pas de test, pas de Covid officiellement, mais en tout cas, ils prennent leurs précautions et on espère que Rabiot sera de retour parce que je trouve qu'il a quand même manqué sur ce match et qu'il sera hyper important contre l'Argentine. Même si en défense, Konaté a bien pris le relais d'Upamecano. L'Argentine, justement, on en parle. Vous étiez mardi soir au stade pour la victoire des Argentins 3-0 contre la Croatie. Et ils vous ont séduit, ces Argentins? Ils m'ont séduit sur leur réalisme. C'est vrai que la Croatie a eu la maîtrise du match au début. Ils ont été très fébriles en défense et l'Argentine en a profité avec 2 buts sur leurs 2 premières occasions. Un très bon Léo Messi qui est en forme. En plus là, il a pu compter sur Alvarez, l'attaquant qui a marqué 2 buts et fait, enfin pas une passe décisive, mais qui a créé un penalty. Donc c'est une équipe qui est solide défensivement, en tout cas sur ce match, et qui est réaliste, qui est elle aussi, un peu comme l'équipe de France, est plus pragmatique qu'elle a pu l'être par le passé. Ce sera la revanche de 8e de finale d'il y a 4 ans, emporté 4-3 par les Français. Il n'y aura peut-être pas 7 buts dimanche, mais quelles sont les clés de cette finale selon vous? Oui, normalement ça va être un match beaucoup plus fermé. Je pense que les 2 équipes vont se méfier. Est-ce que les Argentins auront quand même le ballon? Peut-être, parce qu'on voit que la France, même contre le Maroc, même contre la Pologne, elle préfère laisser le ballon à l'adversaire. Après, ça va dépendre qui marque en premier. Si les Argentins marquent en premier, ça peut peut-être devenir un match un peu fou comme il y a 4 ans, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir 7 buts non plus. Maintenant, si les Français arrivent à marquer vite comme contre le Maroc, c'est sûr qu'ils vont essayer de garder le score et ça peut être un match très tendu, mais pour l'instant, ils font le taf. Bon, en tout cas, le stade sera argentin comme il était marocain, on imagine. Ouais, il y a beaucoup d'Argentins ici. C'est la communauté hors Maroc qu'on voit le plus. J'ai fait 2 matchs. C'était au stade de Louzaï où a lieu la finale. Alors c'est un immense stade qui fait plus de 88 000 spectateurs. Donc la sonorisation est pas extraordinaire. Il y a beaucoup moins d'ambiance que ce qu'il y a pu y avoir il y a 4 ans à Kazan. Donc le 8e de finale contre la France où là c'était vraiment assourdissant. Donc ils sont nombreux, ils chantent beaucoup, mais le stade fait qu'on les entend peut-être un peu moins qu'il y a 4 ans et que le Maroc en demi-finale. Bon, pour conclure, Kevin, on va vous demander un petit pronostic, même si on est encore à 3 jours du match. Oui, et j'avais pas forcément tout réussi la dernière fois, même si j'avais vu le match nul. Je veux dire 1-0 pour la France. Bon, d'accord. Kevin, allez vous reposer. On sait que la nuit a été courte après ce match, cette victoire de l'équipe de France. Et puis on vous retrouve dans les colonnes et sur le site de la Charente Libre, sur Instagram également, pour cette dernière ligne droite au Qatar. N'oubliez pas de rentrer la semaine prochaine. On a besoin de vous à Angoulême et puis votre maman sera contente de vous voir à Brest, je crois, pour les fêtes. Oui. Allez. Ça marche. Choukran. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, Greg, vous êtes franco-britannique, vous avez assisté au quart de finale France-Angleterre le week-end passé. Et alors? Non, c'était un beau match. C'était un beau match. Après, non, moi j'étais pour le gagnant, donc c'était l'Angleterre, c'était pour l'Angleterre. Trop facile, la France, facile, Greg. Facile. Bah oui. Non, vous n'avez pas un préféré? Non, je fais pas. Non, je peux pas. Non, mais c'est vrai que le but de voir des matchs de foot, c'est de voir des beaux matchs, c'est de voir un beau sport. Après, peu importe qui gagne, voilà, si ça rend les gens contents, c'est bien pour tout le monde. Et c'est vrai que ce match, c'était un beau match entre la France et l'Angleterre. Les 2 équipes ont vraiment tout donné, donc c'est bien de suivre aussi différents sports.
Bon, vous suivrez la finale dimanche? Ouais, bien sûr, je peux suivre la demi-finale hier soir. Ouais, bien sûr. Et puis la finale dimanche, je regarderai ça avec plaisir. Merci. On enchaîne avec la séquence suivante, l'équipe du week-end. Alors Thierry, quels sont nos dieux du stade charentais de la semaine? Alors, cette semaine, retour au 4-4-2 après le 3-5-2 de la semaine dernière. Pour 5 d'entre eux, il s'agit d'une première étoile. Autant Vido, Delair, Diallo, Bentayeb. En revanche, il s'agit déjà de la 3e pour Samou Sissako, défenseur buteur de Bel-Air et large vainqueur de Charente-Limousine 4-1 en D2. À noter aussi la grosse prestation de Dylan Cosiel, l'homme en forme de Chasseneuil qui a marqué un doublé face à Montbron. Ils ont gagné 4-1 aussi et c'était aussi en D2. Au classement général, ça bouge. Plusieurs joueurs qui étaient bien, qui avaient déjà des étoiles en ont marqué, mais c'est quand même Guillaume Licoine de Montbron qui reste leader avec 6 étoiles. Il est suivi de Nathan Traoré-Dègre et de Mohamed Kanté Saint-Brice avec 5 étoiles tous les deux. Merci Thierry. On enchaîne avec l'instant rematch de notre partenaire Stadium La Couronne. Six vidéos en lice cette semaine dans la crème de la crème, en ligne lundi dernier sur le site de Charente Libre. Et la palme de la semaine revient à un but des Portugais du Gond en D2 départemental face à Moutier. Vidéo, Johan. Allez, Joli petit coup franc qu'on peut revoir. Ouais, on signe pour le même de Griezmann dimanche. Voilà. allez. Incliné 2-1 chez eux contre Moutier, sale week-end pour les Portugais puisque l'équipe nationale avait été éliminée également par le Maroc. Donc la gagnante est Florence Favre qui gagne un bon d'achat de 30 € chez Stadium La Couronne, notre partenaire de l'instant rematch. On enchaîne avec l'agenda du week-end. Alors l'agenda qui s'ouvre avec le déplacement du SA15 vendredi soir à Montauban. Le SA15 battu par Biarritz la semaine dernière à Biarritz. 14e qui se déplace chez le 15e, un match lourd d'enjeu dans la course au maintien. Ça sent forcément la poudre, ce genre de rencontre. Alors on a demandé, on est allé s'inspirer de Bernard Blier pour le discours d'avant-match à l'attention des joueurs angoumoisins. On regarde. Alors, il dort le gros con. Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux. Merci au tonton flangueur, au talent de Michel Audière pour les dialogues. Tout ça pour dire que le SA15 devra sortir les flingues de concours demain soir à Sacac et dégainer les premiers. Rendez-vous 19h30 à Montauban pour Montauban SA15 à suivre en direct écrit et audio sur le site de la Charente Libre. Nico, l'UCS devait jouer à Valence et finalement, elle n'ira pas. Et non, l'UCS a décidé de déclarer forfait. Ils ont eu une avalanche de blessés, quasiment 50% de l'effectif en moins sur le flanc. Donc la mort dans l'âme, c'est du jamais vu en national. Ils ont décidé de ne pas aller faire ce déplacement à Valence-Roman, qui aurait été de toute façon compliqué. C'est vraiment la saison catastrophe. Ouais, c'est surréaliste, comme disait Lilian Tessandier hier au téléphone, mais malheureusement, ils sont déjà en vacances prématurément. Une victoire, un changement de coach, un forfait, et on est qu'à mi-championnat. Ouais, c'est une terrible saison. Thierry, il y a également du foot et du hand ce week-end à l'affiche. Ouais, donc en foot, la CFC, après sa victoire à Bourges le week-end dernier, va essayer de confirmer à domicile contre Romorantin qui est 11e, alors que la CFC est maintenant 6e. En revanche, l'ACH et l'Aljo ont été battus tous les deux le week-end dernier. Donc ils vont essayer de réagir. Ce ne sera pas facile pour l'ACH qui est 4e et qui va à Pessac le 2e. Ce sera peut-être plus simple, mais encore, c'est pas sûr pour l'Aljo, dernier qui accueille l'avant-dernier Bergerac. Ouais, c'est jamais simple pour l'Aljo, Thierry, qui, comme l'UCS, n'a pas gagné un match. Le Sport Cognassé vote bas en décembre. Et on boucle le week-end, Nico, avec du rugby. Oui, on aura l'UBJ qui doit absolument rebondir. C'est un match très important. Ils sont tombés à domicile d'un petit point
contre Laurent la semaine dernière. Et là, ils accueillent Gujan Mestras, le dernier, pour passer les fêtes au chaud. Merci, cette émission est terminée. Merci Nicolas, merci Thierry, merci Greg. Bonne chance pour 2023. On vous souhaite un nouveau titre mondial. Merci à Virginie, à Johan et François à la réalisation. Merci à Nathan, dynamique stagiaire de 3e. Viens voir Nathan, qui nous a épaulé dans la préparation de cette émission. Nathan, tu dis au revoir. Au revoir, bonne année et à l'année prochaine. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir. Au revoir.